Alors bien, pour commencer par le début, il était une fois un jeune critique de cinéma qui fit un livre sur l'histoire générale du cinéma d'animation. En 1978, il le refit 10 ans plus tard. Et le titre était Cartoons. Il était écrit en italien. Mais la traduction française est suivie en 1971, pardon, 91, et puis en 84, il y a eu l'édition anglaise, et puis l'édition espagnole en 2003, l'édition persane en 2007. Ce qui voulait dire que chaque fois je l'avais mise à jour. Mais à un certain moment, l'an 2006, je savais qu'il fallait recommencer tout du début. Ou oublier ça et me dédier au plaisir de la vieillesse, ou m'y mettre une fois encore. Et j'ai choisi de l'écrire en langue anglaise, qui n'est pas ma première langue. Je suis italien, et pour deuxième langue, j'ai le français. Mais il fallait l'écrire en anglais parce que c'est malheureusement la langue du monde entier. Et il y avait plus de possibilités de trouver un éditeur qui avait le courage de publier un livre de 1500 pages. 1500 pages en anglais font 2000 pages en français, plus ou moins. Et alors, il commença l'histoire du grand méchant livre, qui était beaucoup plus méchant du renard. Parce qu'au début, je croyais que j'aurais pu faire un travail tranquille, mais la vérité est que toutes les misères arrivèrent après le début. Tous les problèmes. Nommer un problème, je l'ai eu. Et enfin, le livre apparu début 2016 en langue anglaise. Ça coûte beaucoup, mais de toute façon, l'édition économique va paraître assez en assez peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise à propos de ce livre? La chose la plus importante, à mon avis, est que je vous dise pour qui je l'ai écrit. J'ai pensé à vous. C'est-à-dire, alors que le premier livre avait été écrit pour mes camarades, les gens qui parlaient ma langue, qui avaient mon âge, qui connaissaient le même film que je connaissais, d'animation ou de prise de vue réelle. Et ça marchait bien. Depuis l'année 2000, j'ai enseigné à l'université. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu un grand gap entre les générations. Alors j'ai dû faire des box explicatifs pour expliquer qu'est-ce que c'est que la pellicule 35 mm, qu'est-ce que c'est qu'une bande son, qu'est-ce que c'est que la télévision, qui a inventé la télévision, qui a inventé la bande son, etc. C'est-à-dire des choses que nous aurions considérées normales, connues comme quelle est la capitale de la France. Aujourd'hui, il faut les dire parce que moi, je ne sais rien de l'électronique. Eux, les jeunes gens, vous, ne connaissez pas les techniques de son artificiel de McLaren, parce que vous n'avez jamais vu une barre de son.
Et voilà, je dois être très reconnaissant vis-à-vis de mes étudiants qui m'ont beaucoup enseigné, comme toujours ça arrive quand on enseigne aux jeunes gens. On apprend beaucoup. Et puis, je dois remercier l'éditeur qui a eu la patience de publier un livre dans lequel il y avait les cédilles. Parce que vous savez que les Anglais n'ont ni de cédilles, ni d'accent, ni de lettres spéciales. Et chaque langue européenne a des lettres spéciales. Et alors j'ai dit, où vous publiez les cédilles et les tildes sur les N pour les Espagnols, ou on ne fait pas le livre. Et je croyais qu'il me disait, vous ne faites pas le livre, allez-vous-en. Non, il a dit oui, ok, on le fait. Et voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire, parce que je voudrais savoir quelles sont vos curiosités en général. J'ai couvert, je peux vous raconter comment il est organisé. Parce que au début, je voulais faire un livre intelligent. Alors, pour être intelligent, il fallait trouver quelque chose qui ne soit pas linéaire, qui ne soit pas facile, qui ne soit pas clair, qui ne soit pas simple. Alors, je me suis dit, j'écrirai l'histoire des courants. Le courant américain du début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. On produit en Amérique, on diffuse dans le monde entier. Puis il y a le courant russe. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays communistes voyaient l'animation russe et imitaient l'animation russe. Puis le courant japonais, tout le monde adore le Japon, les séries télévisées japonaises. Et comment ça est accepté, imité, condamné, etc. Ça aurait été très intéressant et même probablement assez amusant à écrire et à lire. Mais il y avait un problème. Que personne ne connaissait des choses absolument normales. Et alors il fallait que quelqu'un le découvre. Je vous jure que vous pensez que c'est incroyable, mais j'ai fait des découvertes qui sont à la portée de chacun, de n'importe qui. J'ai fait des découvertes sur l'animation américaine qui a gagné des Oscars. Par exemple, il y avait un réalisateur qui s'appelait Pete Burness, qui travaillait à la UPA, qui a gagné 2 fois l'Oscar. On ne connaissait même pas sa date de naissance. Bob Cannon a réalisé Gerald McBoing Boing, qui a été la première grande victoire de l'anti-disneyisme contre le disneyisme. On ne connaissait pas la date de naissance. Donc il y a une telle ignorance dans le sens bon du terme, celui qui ignore. Il y avait une telle ignorance sur des choses très faciles à savoir, à découvrir, à explorer, à investiguer, qu'il valait la peine plutôt d'être humble et de faire cette recherche pour couvrir les trous noirs qu'il y avait. Et ça m'a amené à découvrir par exemple qu'au début de l'animation, on avait l'animation en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi il y a eu le premier long métrage d'animation en Argentine en 1917,
qu'on faisait de l'animation en Afrique du Sud, qu'on faisait de l'animation en Australie, dans les années avant 1920. Et ça a changé le point de vue que j'avais sur le médium, si vous voulez. Puis j'ai construit le livre selon une échelle de périodes. C'est-à-dire, il y a un problème fondamental pour chaque historien. La périodisation est importante parce qu'il faut savoir ce qu'il y a dans un tiroir et on y met un mot: chemise, chaussettes. Et il faut faire la même chose pour la recherche historique. Il faut savoir que le cinéma avant 1908 ne connaissait pas de vraie animation. Il y avait des films faits frame by frame, image par image, mais ce n'était pas de l'animation vraie et propre. C'est avec Émile Coll en 1908, Fantasmagorie, qu'on commence à en écrire sur les journaux, à en discuter, à en vouloir de plus, à avoir des imitateurs, à créer une espèce de, disons, grand artisanat qui deviendra une industrie et qui sera exporté aux États-Unis, etc., etc. Alors ça signifie que cet août 1908 est le début de l'histoire, de la vraie histoire du cinéma d'animation telle qu'elle est. Pourquoi parlais-je de l'animation comme quelque chose qui est différent du cinéma de plus de vue réelle? Parce que il s'agissait d'un truc, d'un effet spécial qui était utilisé normalement par les cinéastes, par les photographes. C'est-à-dire, on fait bouger quelque chose seul, un verre, un meuble, n'importe quoi. Mais c'est avec Émile Coll que l'animation, le langage, c'est-à-dire l'effet spécial devient un langage. On fait la métamorphose qui ne peut être atteinte qu'avec l'animation. Alors c'est le moment où, vraiment chronologiquement, on est là. Le cinéma de prise directe commence à avoir son langage spécial plus ou moins en même temps. C'est là qu'on a la division des deux jumeaux qui vont chacun de son côté. L'un fameux, riche, fabuleux, les stars, Hollywood, etc. L'autre plus humble, souvent considéré comme une curiosité, mais qui gagne de qualité de plus en plus. Et aujourd'hui, il fait de nouveau partie de la grande production industrielle, parce que n'importe quel film à grand budget est fait 80% en animation. Il y a l'acteur et tout le reste, l'environnement est dessiné, est créé par des techniques d'effets spéciaux. Donc, alors, je viens de vous dire, c'est le début de l'histoire de l'animation de 1908, Nord-Amérique, Europe, Japon, Australie, Afrique du Sud, Argentine. Et puis, on arrive jusqu'à 1928 avec
le premier court-métrage sonore de Disney, c'est-à-dire Steamboat Willie, qui crée la gloire. C'est le début des vraies stars de l'animation. Ça, c'est la gloire de l'animation, c'est l'âge d'or de l'animation. Les oreilles noires de Mickey deviennent plus fameuses que le visage de Charlie Chaplin. Et ça continue en sautant au-delà de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à Gerald McBoing, dont je viens de parler, 1951. Dans l'époque d'or de l'animation, on fait encore une fois le tour du monde. Dans toutes les époques, on fait le tour du monde. Comme vous voyez, c'est très simple, c'est même bête, mais il faut le faire pour connaître les choses, les noms, les dates, les titres, les dates de naissance, les dates de mort. Et chaque fois que je rencontre un cinéaste d'importance, d'envergure, disons, je sais pas, Lotte Reiniger pour commencer, puis Alexandre Alexeyev, Oskar Fischinger, Len Lai, Norman McLaren. Alors, dans ces cas-là, je dédie un chapitre spécial, comme une petite monographe dédiée à ce personnage qui est un personnage de niveau artistique spécial. Ce qui vaut aussi pour les musiciens. Je maintiens que la musique est la moitié du film d'animation. Et alors, pourquoi ne pas parler de Carl Stalling, qui a créé la moitié de la beauté des films de la Warner Bros. Et comme ça, en couvrant jusqu'à l'an de 1991, fin de l'Empire soviétique et de la minorité de l'animation télévisuelle. Les Simpsons commencent, on fait de l'animation pour adultes dans la télévision, et le mode de production étatique ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a plus un État qui possède la production, la distribution, les salles, et donc qui puisse faire une économie de plan. On doit faire une économie de marché. Le dernier chapitre, qui est le plus long, il occupe le dernier livre, le dernier tome. Le livre est en 3 tomes. Le dernier tome est l'époque que nous vivons depuis 1991 et qui n'est pas une histoire, mais plutôt un reportage. L'idée originale était de faire un petit livret dans lequel je publiais des notes que j'avais prises ici et là dans un festival, dans une occasion spéciale, etc. Mais en fait, au fond, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous parlez de la Roumanie, pourquoi pas parler de la Bulgarie? Et si on parle de la Géorgie, pourquoi pas l'Azerbaïdjan? Et pourquoi pas l'Arménie? Et pourquoi pas le Pakistan? Et pourquoi pas le Népal? Et alors, diable, ça m'a occupé 2 années seulement pour faire des recherches et couvrir ces petits pays du monde où on faisait de l'animation. Alors, vous me direz, es-tu sûr que tu as fait un bon travail sérieux? Non. Non. J'ai seulement mis une bannière en disant ici,
l'homme est arrivé. Je vous jure qu'au Népal, on fait de l'animation. Je l'ai vu, on l'a fait. Qui voudra faire une étude monographique sur l'animation népalienne le fera. Pour le moment, contentez-vous d'une carte, d'un plan général du monde animé. Par exemple, je suis sûr qu'il n'y a pas d'animation en Afghanistan et il n'y a pas d'animation aux Seychelles. Pour le reste, je ne peux pas juger. Donc, plus ou moins, c'est ce que je voulais vous dire. Le livre est en anglais et j'espère qu'on aura tôt une édition française. L'édition persane a déjà commencé à être mise en place. L'édition italienne aussi. Et franchement, puisque je considère contre vent et marée, et surtout contre les Américains, que le cinéma d'animation est né en France, j'espère que j'aurai l'édition française, que vous aurez l'édition française. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Pascal ? Gianalberto, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque pour faire écho à ce que tu viens de dire sur le terme de bannière. Moi, en ce qui me concerne, je suis venu en partie à l'écriture sur le cinéma d'animation après avoir découvert la première fois tes premières publications que tu rappelais au début de ton intervention. Et j'ai toujours considéré en effet que cette espèce de map-monde que tu as commencé à dessiner au même titre d'un certain point de vue, par exemple, que Georges Sadoul, dans l'histoire du cinéma de prise de vue réelle en France, était une invitation, une porte ouverte à ceux qui voulaient écrire, faire part de leur réflexion par rapport à cet art si singulier, et que ça ouvrait en fait des perspectives immenses. Et comme tu l'as dit, bon, l'histoire en même temps que tu traces d'un certain point de vue est une histoire trouée, faite de lacunes, et c'est précisément à ça à combler ces lacunes qu'à mon avis tu as encouragé toute une génération. Oui, mais merci de ces mots gentils, mais disons que je peux avouer que j'ai fait tout ce que je pouvais, jusqu'au dernier souffle. Mieux, il m'était impossible. Mais je sais combien de lacunes, combien de fautes il y a dans une histoire qui s'allonge sur 3 siècles et sur la planète entière. Je voudrais ajouter que je remercie de tout mon cœur les collaborateurs qui ont travaillé avec moi dans le livre. J'ai eu pas mal de collaborateurs parce que d'abord, je ne pouvais pas tout connaître. Deuxièmement, parce que ma santé n'était pas parfaite. Et je ne sais pas quel est le mot français pour le verbe to edit. J'ai modifié leur texte pour le coordonner avec le style du reste du livre. Mais évidemment, j'ai gardé leurs idées. Sans l'aide de ces merveilleuses personnes, le livre n'existerait pas. Gianalberto, si, juste une question, 2 questions. Quand est-ce que naît exactement l'enregistrement image par image, donc dans la caméra? Est-ce que tu sais quand est-ce que la première fois que quelqu'un invente l'idée d'enregistrer, de pouvoir enregistrer image par image donc dans la caméra? Première question. Tu peux y répondre peut-être, oui. Chronologiquement, probablement
Ça s'est passé en 1899 par un certain Cooper, Armstrong Cooper, en Angleterre. Il a fait un film dans lequel, c'était un film publicitaire, dans lequel on voyait des allumettes qui écrivaient sur un mur, acheter une boîte d'allumettes et la compagnie des allumettes enverra une deuxième boîte aux soldats de la guerre. Quelle guerre? La guerre contre les bourgs en Afrique du Sud. Ça est contesté. C'est un problème qui n'a pas été résolu. Mais il est vrai qu'il n'y avait autre guerre à laquelle faire publicité, sauf la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et le niveau technique et le niveau artistique de ce petit bout d'animation d'objet n'est pas comparable au niveau technique et artistique de la propagande anglaise pendant la Première Guerre mondiale. Donc je considère qu'il est fort probable que ce film-là ait été fait en 1899 et que c'est le premier film d'animation du point de vue chronologique. Mais je fais une différence, une distinction très claire entre l'histoire et la chronologie. Parce que il est vrai que les Vikings sont arrivés dans le continent américain en l'an 1000. Mais rien n'est arrivé. Ça n'a déclenché rien. Ça n'a créé rien. Ils sont allés au Canada et ils sont morts ou ils sont rentrés chez eux. Alors, s'il est vrai que la chronologie nous enseigne que les premiers Européens qui ont touché le sol américain sont les Vikings, il est aussi vrai que historiquement, c'est-à-dire en provoquant des batailles, des industries, des voyages, des recherches, des enrichissements, des colonies, etc., c'est la découverte de Christophe Colomb en 1492. Juste deuxième question, je voulais savoir, toi qui écrit depuis longtemps, qui va dans plein de festivals, pourquoi il y a aussi peu d'historiens dans le monde de l'animation? Il y a des gens qui écrivent un petit peu dessus, mais finalement, des historiens, des gens justement qui nous apprennent les dates, qui ont les dates de naissance de tous ces grands auteurs, etc. Finalement, on a assez peu de livres purement historiques sur l'animation. Est-ce que toi, tu as une idée pourquoi il y en a aussi peu de ces livres? Oui, c'est une question très intelligente et très importante. Le point est que le travail d'historien classique est un travail d'archives. Et faire la recherche d'archives sur l'animation, qui a toujours été méconnue, sur laquelle personne n'a écrit sauf que sur Disney. Les noms des animateurs, on ne les connaissait pas, n'étaient pas publiés sur les journaux. Souvent, ils étaient seuls à travailler, ils n'avaient pas de livre comptable. Donc, les documents étaient et sont assez rares à trouver et à étudier.
Alors, mon approche à moi a été toujours, depuis le début, une approche anthropologique. J'arrivais à l'animation quand j'avais 19 ans et j'ai compris immédiatement que pour connaître les animateurs, pour connaître les films qu'ils faisaient, pour connaître leur point de vue, pour connaître les outils qu'ils employaient, tout ça, il fallait qu'ils m'aiment comme je l'aimais, je les aimais. Il fallait que je participe de la tribu, que je sois un animateur. Alors, je serai admis au sacrifice humain et aux fables anciennes et tout cela. Ce qui fait un bon anthropologue. Et j'ai vécu depuis mes 19 ans jusqu'à aujourd'hui, et j'en ai 70, comme un animateur. Je me considère un animateur, même si je n'ai jamais animé rien. Je suis un écrivain. Si je dois écrire quelque chose de créatif, j'écris un roman. Je ne fais pas de film, parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon outil. Mais pourtant, même en utilisant les lettres ou les entretiens personnels, qui sont des documents assez risqués, sont un peu de terrain vague, même en utilisant ça, j'ai eu la possibilité d'écrire une histoire. Cette fois-ci, pour la première fois dans ma carrière, j'ai appelé mon livre une histoire. Cartoons ne se voulait pas une histoire. C'était un recueil de notes sur les choses qui étaient arrivées dans le monde de l'animation. Bonjour. Je voulais juste revenir sur la question d'Alexis sur le premier film qui utilisait l'image par image. Et pour moi, enfin dans de ce que je connais, pour moi c'est le premier film qui date de 1895, qui est aussi le premier film de fiction, qui a été fait par une femme qui s'appelle Alice Guy Blaché, qui s'appelle La Fée aux choux, et qui a utilisé une technique d'image par image pour faire apparaître et disparaître des enfants dans des choux. Oui, mais ici on parle de l'archéologie. Si vous voulez, on peut commencer avec Plateau. Le point fondamental est que l'animation telle que art, industrie, l'histoire de l'animation telle que art, industrie, travail, monnaie, argent, investissement, Grand Prix, Oscar, etc., n'est né qu'avec Émile Cohl. Les autres choses ont été fondamentales pour le développement d'un certain truc. Mais le truc ne devient langage qu'avec Émile Cohl. Et le langage permet de faire des choses comiques, des choses tragiques, tout ce que vous voulez, comme le langage parlé ou le langage des peintures. Donc même le film de 1902 de Méliès, Le Voyage dans la Lune, qui aussi utilise de ces techniques, vous ne le considérez pas comme qui pourrait être aussi un précurseur, en tout cas sur l'animation? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse meilleure que la mienne? Allez, Pascal. Évidemment, je ne vais pas dire j'ai une réponse meilleure que la tienne. Simplement, je pense que ça engage un débat qui est très intéressant sur l'origine du cinéma et sur la nature du cinéma d'animation et même sur
la terminologie que nous utilisons en disant par exemple cinéma d'animation à propos d'images qui appartiennent à une autre époque et qui n'étaient pas désignées de cette manière-là. Donc ça force à établir, là de ce point de vue, toute une chronologie, des parallèles qui aboutissent à l'histoire industrielle du cinéma que tu évoques. Bon, par exemple, il y a quelques jours, j'étais en cours à l'école des métiers du cinéma d'animation d'Angoulême, et comme tu le dis, le rapport avec les étudiants est toujours très enrichissant. Et nous discutions de ce rapport entre l'invention d'Étienne Jules Marais, de la caméra chronophotographique, et de la simultanéité du dépôt de cette caméra qui date d'octobre 1888 et du dépôt du brevet d'Émile Reynaud qui date de janvier 1889 concernant son théâtre optique. Or, Émile Reynaud était un lecteur avéré, on s'est reconnu dans les monographies maintenant qui existent à son sujet, de la Nature, la fameuse revue de vulgarisation scientifique qui existait à l'époque et dans laquelle Marais avait publié. Reynaud avait eu connaissance notamment des travaux de Marais. Donc il y a une interpénétration, de mon point de vue, de la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le cinéma ou d'un autre côté le cinéma d'animation. Et je pense que c'est un vaste débat là qui s'ouvre au travers de la question que vous avez posée. Ma position étant, simplement pour résumer, que de mon point de vue, l'origine du cinéma est la fantasmagorie. Et ça renvoie non seulement à Émile Cole, mais à des antériorités de l'histoire de la fantasmagorie, et que la fantasmagorie est la souche de toute l'histoire du cinéma. Alors, ici, on commencerait une bataille de mots qui ne se terminerait jamais. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Moi, j'ai fait mon choix et je ne veux pas que ce soit ce n'est que mon choix. Je vous explique ce qui était mon choix. Mon choix est l'art est une œuvre d'art. Donc la fantasmagorie est un spectacle, alors que l'art est une œuvre qui reste telle qu'elle, comme un poème, un dessin, une musique, un pentagramme. Là, donc, l'œuvre d'art est quelque chose qui reste tel quel. Ce n'est pas le théâtre. Le cinéma n'est pas le théâtre, parce que chaque fois que tu répètes la pellicule, le film est le même. Quant à l'histoire, c'est historique, ce qui est socialement relevant. Pour moi, hein, encore une fois, c'est ma définition historique. Ce qui est socialement est relevant. C'est-à-dire que le film d'Émile Cole est socialement relevant parce qu'il crée c'est la première étincelle d'un art et d'une industrie. Alors, pour moi, le zoétrope n'est pas une œuvre d'art, parce qu'on ne voit que la répétition perpétuelle de la fille qui joue avec la corde. C'est une répétition d'un mouvement, ce n'est pas une œuvre. Mais les feux artificiels sont de l'animation. Parce que chaque fois qu'on refait
la même série de cartouches et on l'allume, on reverra les mêmes couleurs, les mêmes sons, les mêmes lumières, le même, la même, disons, danse d'étincelles qu'auparavant. Donc, c'est une œuvre, chaque feu d'artifice est une œuvre. À la même manière, le flipbook est de l'animation parce que, même sans pellicule, on a au moins 3 secondes d'animation et avec 3 secondes d'animation, on peut raconter une histoire. Et je l'ai vu. J'ai une collection énorme de flipbooks. Comment ça s'appelle le travail que les artistes font maintenant, souvent, les installations. S'il y a du mouvement conçu là-dedans, c'est de l'animation, parce que c'est une œuvre qu'on peut répéter et reconstruire toujours. Ça, c'est mon point de vue. Je veux dire que dans les sciences humaines, et l'histoire est une science humaine, il n'y a pas de vérité absolue. Ce n'est pas comme dans la science, dans la physique, selon laquelle un kilogramme est un kilogramme ici à Fontevraud et le même kilogramme est un kilogramme en Nouvelle-Zélande. Les sciences sociales sont différentes selon le point de vue avoué du scientifique. Je me considère un scientifique social, humaniste, et je vous ai expliqué de quel point de vue je suis parti. Si mon point de vue ne vous plaît pas, vous avez une très bonne raison pour ne pas acheter mon livre. Puis question. Oui. Vous pouvez faire passer. Juste une question pour le choix de langue persan. Alors, d'un seul coup, entre toutes ces langues, pourquoi il y a une traduction persan? Je suis un peu sourd. Alexeïev, à mon âge, disait « je suis bête, vieux un peu, et légèrement sourd ». Je suis fortement sourd. Je répète, en fait, vous avez dit qu'il y a la traduction en persan. Oui. Et c'est juste, ça m'intéresse parce que, bon, pourquoi cette langue parmi d'autres? Donc, quelqu'un a décidé de publier mon livre en persan au début des années 2000 et a donné le travail de traduction de l'anglais au persan, au farsi, à un traducteur. Là, le livre est paru en l'an 2007 et j'ai découvert qu'il existait 7 ans plus tard. Parce que j'étais professeur à Singapour et j'avais un étudiant iranien qui m'a dit « Je connais votre livre par cœur ». Je dis « Bien, tu parles anglais formidablement. » Donc, mais je n'ai pas lu l'édition anglaise. Quelle édition as-tu lu? L'édition farsi. Ah! Est-ce que je peux avoir une copie? Alors, il m'a fait cadeau d'une copie. Et puis, j'ai rencontré le traducteur et il m'a dit « J'avais peur que vous fâchiez contre moi. » Je lui ai dit « Non, parce que je sais que l'Iran ne reconnaît pas
l'accord international sur les droits d'auteur. Donc, n'importe qui peut décider de traduire n'importe quoi en farsi parce que le droit d'auteur n'est pas protégé. Alors je me suis mis d'accord avec le traducteur pour qu'il fasse la version courante qui au moins est mise à jour. Mais il y a des possibilités de faire des éditions maintenant en chinois, en japonais, en espagnol, et puis les éditions italiennes, farsi et françaises qui ont déjà quelques possibilités plus claires. Xavier ? Je passe la parole à Xavier. Oui, Gianalberto, je voulais simplement, d'une part, te remercier très très chaleureusement d'avoir fait le voyage jusqu'à Fontevraud pour venir ici. Je crois que c'est très important dans le cadre de ces rencontres que l'on ait aussi toujours l'autre côté de cette question entre écriture et animation. Je crois qu'on est nombreux à penser que écrire l'animation nécessite aussi qu'il y ait une écriture sur l'animation et qu'une culture, une histoire de l'animation doit accompagner davantage la création. Donc je crois que c'est très précieux que l'on puisse avoir ton point de vue, ton éclairage, ton témoignage sur ce travail d'arpenteur extrêmement précieux qui est le tien. Pascal en a parlé, je crois que c'est vraiment... tu ouvres des champs extrêmement importants de la connaissance du cinéma d'animation et on espère qu'effectivement, derrière toi, beaucoup vont relayer et comment dire, travailler sur chacun des domaines, des béances de l'histoire que nous avons à couvrir. Je voulais simplement dire que c'est aussi la raison d'être de la Nef, Nouvelles Écritures pour le film d'animation. On a choisi de faire en sorte que ce soit un lieu, une association qui favorise l'écriture créative, mais aussi la recherche, l'étude, la critique. Et je crois qu'on a beaucoup à faire dans ce domaine pour nourrir aussi nos rencontres de débat sur c'est quoi écrire sur l'animation. Qu'est-ce que c'est que ce travail très particulier? J'ai été très sensible à ce que tu disais sur l'approche anthropologique. Tu disais je suis un animateur. Et je crois que tous les animateurs doivent être aussi des historiens, d'une certaine manière, de leur propre art. On peut peut-être faire la proposition inverse. Et ça répondait aussi à ce que disait Pascal, une question en tout cas que tu posais, qui était de savoir est-ce qu'on peut écrire sur le film d'animation aujourd'hui sans aimer son sujet? C'est-à-dire est-ce qu'on peut écrire sur d'autres films que ceux que l'on aime, avec lesquels on est en empathie? Je pense que ça c'est aussi une question en tout cas méthodologique, tu vois, qui nous intéresse tous. Et puis je voulais simplement aussi dire que l'un des chantiers que nous allons essayer de mener à plusieurs, parce que je crois que l'idée c'est de faire des alliances. Je sais qu'on en a parlé avec Delphine, on a parlé aussi avec Maurice Corbet et le musée Château d'Annecy. On va essayer d'accompagner le plus possible l'édition de ta somme en français, parce que je n'ai pas dit qu'on y allait y arriver, mais on est plusieurs à le vouloir, et je pense que quand on est plusieurs, on a plus de chances d'y arriver, parce qu'il nous semble que c'est extrêmement précieux que ce livre existe en France. Voilà, et je voulais juste te dire qu'on avait reparlé avec un éditeur que tu connais qui est intéressé et qui est en train de terminer un travail là, mais qui vient de me dire au téléphone qu'à la fin de l'année, il te rappelait avec des propositions précises. Donc le chantier avance. Voilà. Merveilleux.